Tant que j'ai connu la moune insouciante et folle, le sentiment que j'éprouvais pour elle fut un singulier mélange de sensualité et d'exaspération. Mais du jour où elle m'est apparue endolorie par son amour, j'ai senti combien elle me devenait chère. L'idée que cette enfant rieuse souffrait pour moi et par moi m'exaltait et me crucifiait à la fois. Graduellement, la gaieté déclina dans son âme. De brefs sursauts de joie illuminaient parfois encore son cœur, mais ces fugitifs retours de flamme étaient semblables à ces beaux jours qui flambent au cœur de l'automne, comme la pourpre au cœur des chrysanthèmes. Je la rejoignais moins souvent dans les dancings. La frénésie des jazz commençait à l'importuner. Elle m'attendait silencieuse et grave, dans le pied-à-terre que j'avais loué pour échapper à l'écœurement des chambres d'hôtel. Un jour que je la berçais sur mon cœur, elle éclata en sanglots. « Hélas, Alain, est-ce donc un si grand péché que de t'aimer? Est-il infamant, cet amour qui pèse sur mon cœur au point de m'étouffer? Ce plaisir dont nous jouissons à la dérobée comme des maraudeurs d'un larcin, qu'il me serait doux de le goûter librement. Mais quoi? Faut-il donc que cet amour qui fait tout mon orgueil et tout mon bonheur, je le renie publiquement? Ah! Mentir, mentir! Quelle honte et quel supplice! Elle pleurait, et désormais son visage d'enfant triste m'accompagnait obstinément. J'ai tenté de puiser dans le souvenir de cette douleur le courage de tout avouer à Violaine. Peu à peu, la présence de mon ami me devenait insupportable, comme un prisonnier celle du gardien qui rend l'évasion impossible. En somme, moi, rien ne me retenait à Violaine, pas même ces contrats civils ou religieux qu'ont inventés les hommes pour se leurrer sur la durée de leur passion. Si des liens sociaux avaient formé les barreaux de ma geôle, il m'aurait été peut-être plus facile de les briser. Mais j'étais dans un cachot de cristal. Je ne voyais pas les murs qui limitaient ma cellule. Comment donc aurais-je pu attaquer l'obstacle invisible qui s'opposait à ma libération? Combien de fois suis-je arrivé au logis, l'esprit bondé d'arguments péremptoires qui devaient non seulement persuader Violaine de la nécessité d'une séparation, mais de plus la convaincre qu'elle devait, autant que moi, s'en réjouir. Hélas, dès que je croyais discerner dans ses yeux un reproche, entendre dans sa voix le tremblement de l'anxiété, mon énergie aussitôt s'anéantissait. Des scrupules invraisemblables pour jamais lier ma langue. Remarquait-elle sans le comprendre le bouleversement de mes habitudes? Percevait-elle la présence sournoise du malheur? La moune ne pouvait plus supporter le clair regard de son amie. Elle n'allait plus la voir. J'aurais voulu, pour écarter tout motif de soupçon, vaincre la résistance de cette petite. Mais comment aurais-je eu le cœur de contraindre sa nature franche et spontanée à jouer la désolante comédie à laquelle je m'astreignais depuis si longtemps? Quelquefois, Violaine me demandait « Alors, la moune nous délaisse? Connaissez-vous la raison de cet abandon ?» Je répondais évasivement, et heureusement mon ami n'insistait pas. Un après-midi où je venais de rejoindre la moune, je la trouvais très agitée. « Vois, chérie, elle m'a écrit. Lis vite. Qu'en penses-tu » Elle brandissait une lettre de Violaine, et je lus. « Me boudez-vous, très cher. Je fais un scrupuleux examen de conscience et ne découvre à votre égard qu'un excès de sentiments tendres et aimables. Je ne vous crois point dolente. Et si vous ne veniez demain partager notre déjeuner, vous me causeriez une peine très réelle. Vous me manquez singulièrement. Pourquoi vous faire si rare? Serait-ce coquetterie, afin de vous rendre plus précieuse? Vous feriez là un calcul maladroit, croyez-moi, car vous êtes esquis enfants, ne vous en déplaise, de ces êtres dont la présence ravit le cœur, mais dont l'absence laisse l'âme aisément oublieuse.
Pour le moment, Moon chérie, je suis encore en peine de vous. Les coussins ont conservé l'empreinte de votre corps et les tentures, les réminiscences de votre parfum. Venez, venez vite, avant que ne soit effacé par l'indifférence des choses votre souvenir délicat et fragile. Venez, et il vous sera beaucoup pardonné. Notre amitié ne doit pas mourir ainsi. Songez, Moon, que c'est une fillette de 3 ans déjà, brillante de santé et belle des espérances, qui mérite mieux que de s'éteindre subitement pour quelque rage de cœur, peut-être qui vous surprend comme une rage de dents et comme elle se termine à l'improviste. Mais moi, j'ai une affection quasi maternelle pour cette enfant. Je veux qu'elle vive, en dépit de tout, comprenez-vous? Vous devez donc, Moon, me montrer la confiance que vous témoigneriez à une sœur aînée, très faible et très indulgente, qui désirerait ardemment et avant toute chose le bonheur de ceux qu'elle aime. Dût-elle être frustrée elle-même de ses plus chères illusions? Violaine. Je gardais le silence. Cette lettre ambiguë me remplissait de trouble. « Eh bien, qu'en dis-tu » interrogeait anxieusement la Moon. « Irai-je? Oui, n'est-ce pas, chère Violaine? Elle a tout compris, et à l'avance tout pardonné. Généreuse Violaine qui me délivre du supplice de mentir. Je pourrais tout lui avouer, Alain, et notre bonheur, et le grand et bel amour dont notre cœur est embrasé. » Moi, je ne savais que penser. Certes, Violaine avait dévoilé notre intrigue, et les phrases indulgentes de sa lettre s'adressaient autant à moi qu'à la Moon. Mais sans doute ignorait-elle la gravité de l'aventure. Elle devait espérer apprendre par la Moon l'exacte vérité. Mon inquiétude n'avait pu passer inaperçue à ses yeux. Elle ne voulait pas être un obstacle à mon bonheur. Trop fière pour consentir à lutter contre une rivale, elle préférait se résigner. Mais moi, avais-je le droit d'accepter son sacrifice? Je ne connaîtrais rien de sa douleur, je le savais. Elle la cacherait sous le masque hautain de l'indifférence. Non, Moon, conclus-je, vous n'irez pas voir Violaine. Je veux d'abord connaître le sentiment qui la poussait à écrire cette lettre. Il est des générosités qu'on se doit de ne pas accepter. Comme j'appréhendais de me retrouver le soir en tête-à-tête avec elle, elle me sembla plus gaie que de coutume. Gaieté factice, peut-être, qui couvrait une mortelle inquiétude. Qui le saura jamais? Moi-même, j'étais devenu un comédien tel que, sur mon visage, nul n'aurait su découvrir la moindre trace d'incertitude. Après dîner, elle choisit un livre dans sa bibliothèque. « Voulez-vous, Alain, que je vous lise quelque chose? Il y a longtemps que je ne l'ai fait. » De sa voix émouvante, elle commença la merveilleuse histoire d'amour de Tristan et d'Iseult. Or, pendant que mon imagination accompagnait l'amant douloureux à travers les forêts de Cornouailles, dans ma mémoire, les souvenirs de nos amours mortes naissaient, ainsi que de larges et pâles nénuphars sur un étang immobile. Je détournais lentement la tête pour que Violaine ne surprît point mes larmes.